Bien, ben, bonsoir à tous. C'est un plaisir et un honneur encore de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous d'Athéna de 2022. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Vincent Marie. Donc, on va avoir pour la deuxième fois un représentant des forces armées qui va faire une conférence. Vincent, merci à toi d'avoir accepté de faire cette conférence. Tu vas nous parler bien, des défis que signifie l'entrée en service de nouvelles capacités, de nouveaux systèmes au sein de l'armée de terre. Et pour ce faire, tu vas t'appuyer sur notamment l'exemple du programme Scorpion, mais ça ne va pas être le seul, pour illustrer ton propos et tous les défis que ça soulève dans un contexte où on suit tous l'actualité, les conflits se multiplient, l'intensité augmente. Ce sont de nouvelles questions qui se posent la démarche d'ORES que tout le monde connaît, mais je vais quand même rappeler ce que signifie cet acronyme, tout le monde n'est pas forcément familier. La doctrine, l'organisation, les ressources humaines, l'entraînement, le soutien, l'équipement, c'est-à-dire le 360 quelque part de la mise en œuvre de nouvelles capacités, eh bien, c'est un support de dialogue extrêmement important, vital entre les forces, la DGA, mais aussi les industriels que nous sommes pour fournir les bons systèmes. Alors, quelques mots sur ton parcours et je serai bref. Tu es auditeur de la 56, oui, c'est ça, 56e session nationale armement économie de défense. Tu es Saint-Cyrien et donc tu as pas mal de camarades qui sont en ligne avec toi de la promotion Maréchal Lannes 93-96. Tu as commencé par l'arme blindée cavalerie et puis tu as rejoint le 501e 503e régiment de chars de combat à Mourmelon, qui est assez connu, où tu as occupé la fonction de chef de peloton Leclerc et puis d'officier adjoint. Tu es passé dans les spahis aussi, où tu as commandé le 3e escadron au début des années 2000. Et puis, tu as rejoint, je saute un certain nombre d'étapes, mais tu as rejoint l'ASTAT, c'est-à-dire le service technique de l'armée de terre à l'été 2011. Là, tu as occupé des postes d'officier de programme Leclerc et VBL. Tu as entre-temps pris le commandement du 501e RCC en juin 2014 et ensuite tu es revenu à l'état-major de l'armée de terre en 2016 en tant que chef de la section études synthèse du bureau programme système d'armes. Tu as rejoint l'EMA en 2018 pour occuper la fonction d'officier de cohérence opérationnelle, OCO pour les intimes. Et puis, depuis l'été 2020, aujourd'hui, tu es sous-directeur environnement des programmes à la STAT. Alors, je vais m'arrêter là. Il est temps de t'écouter et de te laisser la place pour que tu nous parles de l'entrée en service des nouvelles capacités au sein de l'armée de terre. Merci d'être avec nous, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Bien. Eh ben Valérie, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais juste faire un petit partage d'écran, voilà, pour pouvoir commencer cette intervention, donc, qui va effectivement parler de l'entrée en service des nouvelles capacités au sein de l'armée de terre. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur quelques généralités, ne sachant pas quels sont exactement le niveau de connaissance de tout le monde, pour pouvoir justement ensuite partager ces différents éléments. Donc, comme tu me l'as dit, on m'a demandé donc aujourd'hui de parler de cette entrée en service des nouvelles capacités au sein de l'armée de terre. Je m'appuierai essentiellement, comme tu l'as dit aussi, sur le programme Scorpion pour illustrer ce processus et les différents enjeux qui s'y rapportent. Je mettrai juste le seul bémol, c'est que bien évidemment, comme on est sur Zoom,
et vous le comprendrez tous. Toutes les informations qui seront données lors de cette conférence seront des informations non protégées pour justement pouvoir utiliser ce support. Alors, avant de commencer, je vais commencer par un petit film, si vous le permettez, pour redire ce qu'est l'armée de terre. J'espère que vous le voyez. Voilà, donc je voulais juste commencer par ce petit film pour deux raisons. La première, c'est pour bien resituer le but et l'objectif des différentes capacités qui sont en service dans les armées et dans l'armée de terre en particulier. Nous avons bien évidemment une armée d'emploi. On est donc sur une armée qui est déployée. Vous l'avez sur la planche que je vous présente, plus de 30 000 militaires français qui sont engagés un peu partout dans le monde. Et donc, le but de la section technique de l'armée de terre et de l'ensemble de la chaîne capacitaire, c'est bien évidemment de fournir des capacités au plus vite, puisque nos forces qui sont déployées sur le terrain en ont besoin. Voilà. Donc, on est vraiment avec cette optique permanente pour pouvoir répondre à cette capacité. Et le deuxième point qui est aussi un petit peu particulier, et je vais vous le montrer à travers cette deuxième slide, c'est un petit peu la spécificité de l'armée de terre. L'armée de terre est une armée avec un périmètre vaste, mais surtout qui se caractérise par un nombre d'équipements particulièrement important. Il y a à peu près plus de 400 programmes ou opérations d'armement qui sont suivis en permanence par l'armée de terre. Et donc, une capacité ne dépend rarement et même jamais que d'un seul équipement. On a bien donc une approche qui est une approche système avec la livraison d'équipements, de capacités, mais qui doivent s'intégrer au sein d'un tout pour pouvoir justement produire les effets désirés. On a donc cette spécificité au sein de l'armée de terre d'avoir cette pluralité d'équipements et parfois le manque d'un groupe électrogène ou d'un petit élément peut remettre en cause toute une capacité. Donc, on a bien évidemment les gros programmes
qui sont visibles et qui sont connus de tous, mais on doit aussi avoir cette cohérence et l'ensemble de ces maillons et de ces éléments pour pouvoir ensuite produire la capacité qui est attendue par les forces sur les théâtres d'opérations d'extérieur. Donc voilà pour je dirais, le fond concernant l'armée de terre. Alors ensuite, je reviendrai, et Valérie me l'a déjà prémâché, je dirais, sur le besoin de l'armée de terre. Alors, c'est quoi le besoin? Et c'est pour ça que le titre reprend bien le terme de capacité. C'est que l'armée de terre n'a pas besoin qu'on lui livre des équipements, mais elle a bien besoin qu'on lui livre une capacité. C'est-à-dire que c'est bien un ensemble cohérent qui est composé d'hommes, bien évidemment, avec des équipements qui sont organisés au sein de différentes structures, qui sont aussi entraînés et soutenus selon une certaine doctrine en vue justement d'une finalité d'emploi opérationnel. Et donc, on retrouve ce que Valérie disait en introduction, ces fameux piliers d'Orez qui sont le tamis par lequel on passe toutes nos demandes, nos expressions de besoin, et puis, bien évidemment aussi, la réception de la capacité et qui donc permettent de construire ces différents éléments. Donc, doctrine, organisation, ressources humaines, entraînement, soutien et équipement pour ces piliers de la capacité. Alors, je reviens très très vite sur le cycle de vie d'un équipement. Vous le savez, je pense, tous, mais je le redis quand même. Le cycle de vie d'un équipement est quand même particulièrement long. Pour les forces armées et dans l'armée de terre, on a des équipements qui ont plus d'une quarantaine d'années de service dans les forces. Donc, ce cycle de vie est très long. Ce cycle de vie est cadencé et décrit par l'instruction ministérielle 1618, qui est l'instruction ministérielle sur la conduite des programmes d'armement, qui n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle a 3-4 ans, et qui coupe donc ce cycle de vie d'un équipement en 3 phases principales, que sont la préparation, la réalisation et l'utilisation. Donc la préparation commence par l'expression d'un besoin, j'y reviendrai rapidement. Ensuite, on a l'acquisition de ce besoin qui débute le stade, la phase de réalisation. Ensuite, on va vérifier et valider justement la réalisation pour pouvoir rentrer dans la phase d'utilisation, où là, on a 3 grandes parties majeures. Donc, l'utilisation qui dure de 10 même jusqu'à 40 ans. On a le soutien qui est aussi bien évidemment un élément indispensable. Et puis, on a le retrait de service qui date, qui prend à peu près de 1 à 5 ans, je dirais, pour les véhicules terrestres, mais qui est un élément important et une phase qui doit être pensée dès le début de la préparation et dès l'arrivée aussi de la capacité au sein de l'armée de terre. Alors, une fois ces généralités énoncées, je vais rentrer un petit peu plus justement dans les enjeux et les différents éléments qui composent l'entrée en service de la capacité au sein des armées et de l'armée de terre en particulier. Alors, tout d'abord, quelques définitions pour bien donner et resituer le rôle de chacun, car on pourrait avoir de temps en temps quelques surprises. Ce qui définit les attributions, en particulier dans le terme pour les entrées des capacités, c'est le Code de la défense. Donc, dans le Code de la défense, l'article précise bien que c'est l'attribution des chefs d'état-major d'armée de prononcer la mise en service opérationnel des matériels. Ils sont donc responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes qui permettent justement cette mise en service opérationnel. Le CEMA n'a pas cette capacité de pouvoir prononcer une mise en service opérationnel. Donc, on sait tous qu'effectivement, c'est bien l'EMA
qui est co-directeur du programme P146 pour suivre et décider sur les programmes d'armement, mais cette prérogative de mise en service opérationnel est bien au niveau des chefs d'état-major d'armée, armée de terre, armée de l'air et de l'espace et marine nationale. Et c'est donc pour ça que ces 3 chefs d'état-major disposent des cellules et des structures qui permettent de réaliser l'ensemble des opérations du cycle de vie permettant cette mise en service opérationnelle. Alors, une fois qu'on a ce point, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a donc le guide d'application de l'instruction ministérielle 1618, qui est un guide d'application qui est un document interne au ministère des Armées, qui va nous définir les différentes phases que je vous ai montrées sur la diapositive précédente et qui va donc aussi donner quelques jalons, j'allais dire, concernant le prononcé qui permet justement la mise en service opérationnel. Donc, tout d'abord, on a l'adoption, qui, pour les armées, est bien une décision qui porte sur une définition qualifiée. Donc là, la qualification, vous le savez tous, c'est plus une partie DGA qui qualifie le système. Et ensuite, une fois que ce système peut être qualifié, en fait, les armées adoptent ce système et ça permet à une armée de le déployer une première série d'équipements dans les unités opérationnelles pour pouvoir monter en compétence sur ce système. Cependant, ce système n'est pas encore, quand il est adopté, il n'est pas encore apte à un déploiement opérationnel. On a donc bien une première étape avec cette adoption qui permet une première appropriation par les forces des systèmes. Ensuite, on arrive sur 2 décisions qui sont intermédiaires, avec soit ce qu'on appelle une autorisation d'emploi, soit une première capacité opérationnelle, qui, elles, ce sont des décisions qui permettent à l'état-major d'armée, donc terre, mer ou air, de pouvoir déployer une première capacité opérationnelle et donc d'utiliser son équipement en situation opérationnelle. Ce sont donc bien des décisions qui sont intermédiaires puisque l'objectif final est bien la mise en service opérationnelle de cet équipement. Et donc là, la mise en service opérationnelle, c'est bien la mise dans les forces une fois que l'ensemble des piliers d'ORES, en fait, sont définis. On a donc pour l'autorisation d'emploi, comme son nom l'indique, ça permet l'emploi par les forces sur un périmètre qui est défini. Donc, soit c'est un périmètre qui correspond à un certain nombre de fonctionnalités qui ont été livrées aux forces, soit ça peut être sur un niveau tactique prédéfini et qui permet d'avoir quand même une première capacité donnée aux forces avant d'avoir cette mise en service opérationnelle complète. Voilà. Ça répond aux besoins et de s'entraîner et de projeter l'équipement, alors que justement, les conditions de mise en service opérationnel ne sont pas entièrement remplies. Donc, on a bien, et j'y reviendrai après, ces différentes étapes qui permettent, puisque vous le savez tous, le besoin des forces est d'avoir l'équipement au plus tôt, justement, dans les forces. Ça permet de pouvoir, avec ces différents éléments, d'avoir une sorte d'approche aussi incrémentale sur la livraison de la capacité pour pouvoir donner aux forces au plus tôt les différents moyens pour le rang. Alors, on a vu que le cycle était long. Je reviens juste en une planche pour vous donner justement un exemple sur Scorpion. Alors, il faut bien voir que, en fait, ce cycle de vie est un cycle qui est quand même particulièrement long et que, par exemple, pour Scorpion, les premiers éléments de réflexion ont été développés en 1999 avec des premiers éléments de doctrine qui ont été réalisés par le MAT sur les engagements futurs des forces terrestres, qui est un document de 1999, qui a permis de lancer des premières études amont
je dirais, sur Scorpion pour pouvoir justement essayer de voir quelles seraient les différentes capacités qui pourraient être livrées pour remplir au combat de demain. Donc 2000, 99-2000, hein, c'est dans un contexte que je vous ai mis en bas avec les équipements à peu près de l'époque, hein, même si certains sont bien évidemment encore en service, ce qui montre la longévité de ces équipements. Mais on est voilà, dans un environnement opérationnel de Bosnie, de Rwanda, de Kosovo. Et puis, voilà, on lance ces idées de concept qui ensuite se traduisent aussi par des revalorisations avec Action Terrestre Future, qui était aussi un document du B-Plan, et puis le schéma directeur combat de contact aéroterrestre, qui était aussi réalisé et qui permet justement ensuite, donc lui c'est après 2017-18, d'ancrer et d'avoir une vision prospective de la capacité qu'il va falloir livrer avec ensuite le programme à proprement parler. Alors là, j'ai encore gardé les étapes pour Scorpion, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que c'était prévu, pour vous montrer que là aussi, tout évolue, puisque maintenant, comme vous le savez, il n'y a plus d'étapes dans le Scorpion, mais ce sont des incréments et des phases. Mais voilà, au lancement du programme Scorpion, on était bien sur voilà, une approche par étape, avec une première étape qui était donc, et j'y reviendrai, le renouvellement du cœur GTIA médian de l'armée de terre médian et bas, et puis une étape 2 qui sera plus orientée ensuite sur le segment haute trame. Et là aussi, on est en train de refaire ce même processus avec des documents dont vous avez peut-être entendu parler comme Titan, qui justement permettent d'avoir cette vision sur le long terme. Alors, pour justement faire cette capacité, bien évidemment, il y a des acteurs. Alors, je ne reviendrai pas, parce que je pense que tout le monde le connaît, les acteurs sur la gauche de cet écran qui sont dans la conduite des programmes, donc les industriels, la DGA, les armées, pour l'armée de terre, en particulier la section technique de l'armée de terre, et puis j'ai mis la CIMT pour l'armée de terre, c'est le principal intrudeur, mais c'est bien les gestionnaires de biens. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en parallèle je dirais, de cette phase émergée de l'iceberg pour la conduite des programmes d'armement, eh ben, l'officier de programme qui conduit son programme a, lui, une équipe pluridisciplinaire sur laquelle il s'appuie pour justement pouvoir avoir une vision globale au sein de l'armée dans laquelle il appartient, et pour nous, donc, au sein de l'armée de terre. Donc, il a des correspondants dans les différentes armes, donc nous, ça s'appelle donc les directions d'études et prospectives des différentes armes. Il a bien évidemment aussi un correspondant au sein de la DRHAT, donc la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Il a des correspondants dans les forces, il a des correspondants dans les gens qui s'occupent de la formation, il a des correspondants avec des gens qui s'occupent de doctrine, avec le CDEC au sein de l'armée de terre, et puis il a bien évidemment des correspondants avec le MAT et le gestionnaire de biens, mais qui sont voilà, les éléments que vous connaissez plus. Tout ça pour vous dire que, bien évidemment, dès le début, dès le lancement d'un programme, hein, l'officier de programme met en place cette communauté qui va l'aider à conduire l'ensemble du programme et, pour ce qui nous concerne, à livrer cette première capacité dans les forces. Alors, à côté de ces acteurs, bien évidemment, vous voyez qu'ils sont particulièrement nombreux. Il faut un pilotage au sein de l'armée. Alors, il y a le pilotage que vous connaissez tous, qui est celui des copiles, des programmes d'armement, et puis du domaine capacitaire. Mais il y a aussi, en fonction des programmes, des pilotages qui peuvent se monter. Et comme on parle de Scorpion, on a mis en place au sein de l'armée de terre un groupe de coordination qui s'appelle le G-Cord Transformation Scorpion, qui est un ensemble de groupes qui permet justement de planifier, de préparer l'arrivée de la capacité Scorpion au sein de l'armée de terre. Alors,
Ce pilotage se fait à très haut niveau, puisqu'il est fait par le sous-chef plan de l'EMAT vers le major général de l'armée de terre, qui est à qui on présente justement les conclusions de ce groupe de coordination. Et ce groupe de coordination s'appuie sur différents groupes de pilotage. Alors, il y a un groupe de pilotage restreint qui est au niveau de l'adjoint plan-programme de la sous-chefferie plan de l'EMAT, qui lui-même s'appuie. On retrouve un petit peu les éléments d'ORES sur 4 sous-groupes qui parlent de l'équipement du soutien, de l'entraînement de la doctrine, de l'organisation de la ressource humaine et puis de l'engagement opérationnel, parce que bien évidemment, c'est l'objectif final de la capacité d'avoir cet engagement opérationnel. Et vous voyez à l'intérieur de ces sous-groupes l'ensemble des acteurs de ces sous-groupes qui permettent donc de faire avancer et de piloter ce groupe de transformation. Et donc, pour nous, sur Scorpion, l'arrivée des éléments Scorpion et la transformation capacitaire Scorpion. Donc, c'est une comitologie qui a été mise en place depuis un peu plus de 4 ans maintenant, qui a été tournée vers le premier objectif opérationnel, qui a été la projection d'un groupement tactique interarmes Griffon SICES, SICES qui est le système d'information et de combat Scorpion, qui était déployé à l'été 2021. Donc, j'y reviendrai, ça a été le premier grand objectif opérationnel. Et puis donc maintenant, il est tourné vers l'objectif de la BIA 2023 pour pouvoir justement atteindre ce futur objectif opérationnel qui est la BIA 2023. Voilà. Et ça permet aussi, je dirais, en parallèle des différents jalons capacitaires, donc de livraison, mais qui sont plus des livraisons capacitaires, de proposer aux chefs et aux armées un objectif qui est bien, lui, opérationnel, avec une capacité opérationnelle, un GTIA, une BIA, pour avoir ce volet opérationnel en permanence présent dans les différents éléments. Alors, je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail, en étant assez classique, et donc en rentrant sur l'ensemble des piliers d'ORES pour vous montrer voilà, quels sont les enjeux de chaque pilier et comment l'armée de terre se met en ordre de marche pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Alors, le premier élément, ce sera l'élément de doctrine. Alors, vous le savez, la doctrine, elle est certes par armée, mais elle est aussi interarmée. Et donc, le processus général, c'est bien d'avoir un concept interarmé qui est réalisé par le CICDE. Et ensuite, il est décliné par un concept au niveau de chaque armée, puis par une doctrine, et enfin, un manuel d'emploi pour être au plus près des forces. Alors, pour Scorpion, quel a été le chemin parcouru? On a réalisé un concept exploratoire donc, au niveau de l'EMAT. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un concept? C'est bien une formalisation d'une réflexion sur un emploi de tout ou partie des forces armées dans un domaine donné. Voilà. En gros, il va exposer les finalités, les principes et les attitudes qui sont attendues de cette capacité. Voilà. Il énonce en fait les idées directrices dont on va prévoir ensuite la mise en œuvre dans la doctrine. Voilà. Donc c'est vraiment un chapeau qui permet ensuite d'être décliné avec des modes qui vont être de plus en plus opératoires. Voilà. Donc ce concept exploratoire a été fait donc par les éléments de Scorpion, et puis ensuite on a eu au niveau de l'armée de terre, donc de l'entité qui s'occupe de la doctrine, donc le CDEC, une doctrine exploratoire qui a été réalisée, puis ça permet donc de réaliser des expérimentations. Alors, je reviendrai dessus, mais qui sont réalisées par la FEX, qui est la force d'expertise du combat Scorpion. Et j'y reviendrai dans le domaine de l'organisation, parce qu'on a créé donc des structures permettant justement d'accomplir ces différentes actions.
pour ensuite avoir un manuel provisoire et puis un manuel d'emploi. Pour Scorpion, par exemple, eh ben, le manuel provisoire d'emploi du sous-groupement tactique Scorpion a été réalisé en mars 2021. Donc, et le memento d'emploi du SICES, donc le système d'information, a été fait en juin 2021 pour pouvoir avoir justement l'ensemble de ces documents prêts pour notre premier objectif opérationnel qui était la projection du GTIA à l'été 2021. Voilà. Ensuite, on a donc une version expérimentale qui avait été faite en décembre 2021 sur une doctrine provisoire d'emploi et puis une doctrine aussi d'emploi du groupement tactique interarmes Scorpion qui devrait être diffusée très prochainement, mars 2022, normalement, cette doctrine qui va être aussi utilisée avec les premiers rétextes. Donc, on a à chaque fois, avant la projection, la sortie d'un certain nombre de documents qui permettent de donner aux forces la manière et le cadre général d'emploi de l'équipement et de la capacité. Alors, vous voyez à droite, par exemple, je vais parler de l'échelon de découverte parce que c'est un exemple de cette doctrine, puisque c'est bien dans le domaine de Scorpion, on a vu qu'il y avait différents éléments qui pouvaient apparaître et on a donc créé un échelon de découverte. Donc, c'est une entité opérationnelle pour justement utiliser au mieux les différentes capacités qui sont offertes par l'arrivée des nouveaux équipements Scorpion et la nouvelle approche avec le combat collaboratif. Voilà. Donc, on a ces éléments et ensuite le CDEC, à travers différents exercices, en s'appuyant sur le laboratoire du combat Scorpion et la force d'expertise Scorpion, fait des scénarios, teste les différents éléments de doctrine, les différents mementos provisoires, voit quelles sont les structures qui peuvent s'appliquer au sein des régiments pour pouvoir employer au mieux les éléments. Et ensuite, ça permet de progresser dans ce domaine de la doctrine et de sortir, donc, in fine, avant les projections, les mementos d'emploi des différents niveaux opérationnels. Alors, après la doctrine, on a donc l'organisation. Donc, bien évidemment, l'arrivée de Scorpion, mais l'arrivée de tous les équipements au sein des forces se caractérise par des changements d'organisation. Alors, j'en ai retenu trois particuliers. Tout d'abord, la création d'entités qui peuvent être créées pour l'arrivée d'une capacité. Alors, pour Scorpion, pour toujours avoir ce fil rouge, trois créations d'entités particulières. Le laboratoire du combat Scorpion, qui a été donc créé au sein du CDEC, donc, pour pouvoir justement construire la doctrine du combat Scorpion. Ensuite, on a eu la force d'expertise du combat Scorpion, qui a été elle aussi créée pour pouvoir justement mettre en œuvre ces éléments de doctrine. Donc, c'est je dirais, une force avec des éléments assez regroupés, qui sont aussi avec une des premières à avoir eu la livraison des équipements Scorpion et qui permettent justement de servir de test pour l'ensemble des premiers exercices, des premiers essais pour avoir justement une validation éventuellement des laboratoires de combat Scorpion. Et une fois que la doctrine est faite, en liaison avec la section technique de l'armée de terre qui, elle, est chargée des évaluations et des expérimentations, mais j'y reviendrai, permet aussi de tester les concepts qui peuvent être avec l'arrivée de Scorpion. Et puis, aussi un autre exemple, la création d'une compagnie d'exploitation des réseaux Scorpion qui a été créée en 2017, donc la CRS, au sein d'un régiment des forces, au sein du 53e régiment de transmission, qui doit permettre là aussi de répondre aux objectifs opérationnels et techniques pour justement avoir cette approche, je dirais, SIC, des moyens de transmission, des systèmes d'information opérationnelle et de communication vers la nouvelle approche de ce combat collaboratif
puisque, j'en reparlerai après, Scorpion n'est pas simplement un renouvellement de certains équipements, mais c'est bien une approche plus transverse. Voilà. Donc, on a la création de cette compagnie pour pouvoir justement appuyer les évaluations et ensuite faciliter l'appropriation par les forces des nouveaux équipements. Aux côtés de la création d'entités, une arrivée de nouveaux équipements entraîne aussi la création souvent de nouveaux postes. Donc, soit c'est la création de postes en maintenance terrestre, soit c'est le changement de maintenancier. Donc, par exemple, sur les forces terrestres, on a des maintenanciers. Alors, quand je dis création, c'est bien évidemment avec une formation particulière pour pouvoir s'occuper, par exemple, des nouveaux équipements qui vont arriver. Donc, on va pas créer le poste, mais on va créer cette fois-ci des métiers qui sont sur le Griffon et le Jaguar. On a vu que le monde SIC va prendre une part toute particulière avec l'arrivée de Scorpion. Donc, on a créé cette fois-ci un nouveau métier, donc un nouveau poste, qui est un officier SIC Scorpion, pour justement pouvoir gérer au mieux les différents réseaux dans les forces et dans les régiments pour pouvoir justement suivre cette nouvelle capacité. Et puis, en milieu terrestre, en revanche, voilà, on n'a pas de révolution majeure. Un pilote de VAB va être un pilote Griffon, on reste, mais voilà, on fait juste des adaptations en fonction du véhicule qui doit arriver. Et on a aussi, mais là je sors du monde Scorpion, parfois la création de cellules. Alors, vous le savez peut-être, donc l'aviation légère de l'armée de terre était déjà au sein de l'armée de terre, bien évidemment. Donc, elle avait une structure toute particulière, avec en particulier l'appréhension de tout ce qui est risque aéronautique. Mais avec l'arrivée des drones, et pour rappel, donc l'armée de terre, à une échéance en 2030, devrait à peu près avoir 3000 drones en son sein. Donc, on a une véritable explosion de la présence des drones au sein de l'ensemble des régiments de l'armée de terre. Donc, on a aussi une montée en compétences qui doit s'accompagner de l'arrivée des drones pour justement prendre en compte ce risque aéronautique. Et donc, on a la création au sein de beaucoup d'entités de BPMRA, donc de Bureau de prévention maîtrise de risque aéronautique. Voilà. C'est juste pour vous donner un autre exemple de changements d'organisation qui peuvent intervenir à l'arrivée de nouvelles capacités pour essayer donc de l'accompagner au mieux. Donc, après l'organisation, on a les ressources. Alors, j'ai parlé déjà avec cette organisation de ressources humaines, hein, avec la création des postes, la création d'entités, les nouvelles formations qui peuvent être mises. Donc, ce sont des nouvelles ressources qui sont à prendre en compte. Pour les nouvelles formations, j'en reparlerai dans la partie plus entraînement. Dans les ressources, on a aussi parfois des nouveaux profils physiques qui peuvent apparaître. Hein, à chaque fois, un équipement est associé à un profil physique. Alors, pour ceux qui ont une meilleure connaissance, vous savez peut-être que dans les armées, on a ce qu'on appelle un SIGICOP qui trace, je dirais, les éléments physiques des personnels avec leurs capacités sur les yeux, l'état général, les membres supérieurs, inférieurs, etc. Et donc, on va aussi gérer notre ressource en fonction des différents équipements qui vont venir. Et donc là, il y a un véritable travail aussi à réaliser pour permettre aux équipements qui vont arriver d'être en adéquation avec la ressource qui est au sein de l'armée de terre. Voilà. Et ça, c'est pour les industriels qui nous écoutent aussi un combat qui est souvent important et défendu par les forces et par l'armée de terre en particulier. C'est-à-dire que l'équipement qu'on doit avoir, même si on veut qu'il soit technologique, etc., il doit bien être adapté aussi à l'utilisateur, à celui qu'on aura, à notre engagé volontaire pour l'armée de terre, qui lui a ses compétences propres, ses capacités, qui n'est pas un ingénieur et qui doit lui aussi pouvoir acquérir ce nouveau équipement ou cette nouvelle capacité, qui doit pouvoir l'utiliser au mieux après une formation et un entraînement, mais quand même, voilà, donc cette notion de simplicité et de gestion de ressources qui est de ressources humaines, qui est un vrai élément structurant pour les forces.
Alors, à côté de cette ressource humaine qui est aussi un élément très important, sur les ressources aussi, bien évidemment, un programme d'infrastructure qui est en parallèle de celui du programme d'armement et d'équipement. Pour Scorpion, bien évidemment, avec l'ensemble des régiments qui sont concernés par les livraisons d'équipement, il y a un véritable programme d'infrastructure qui est géré. Donc là, qui est conduit en 2 étapes pour le programme Scorpion. Euh, donc là, en gros, c'est vraiment le fait de montrer que l'ensemble, là aussi, de l'armée de terre est concerné et que cette prise en compte de cette ressource infrastructure est quelque chose qui doit arriver en même temps que le début des réflexions sur le sujet et sur l'arrivée de la capacité, puisque l'infrastructure, on sait, prend beaucoup de temps et il faut que l'infrastructure, idéalement, et c'est ce qu'on a à peu près arrivé à faire, arrive dans les forces avant l'équipement. Voilà. Donc c'est vraiment un élément aussi important de bien prendre en compte ce volet infrastructure pour pouvoir justement accueillir au mieux les forces. Donc volet infrastructure qui a lieu pour les équipements, donc ça peut être des garages, etc., mais qui comprend aussi, bien évidemment, le volet maintenance. J'en reparlerai un tout petit peu après, mais on a bien cette partie à la fois équipement et puis la partie maintenance sur ce volet infra. Voilà. Donc, on est là encore à peu près donc, au milieu pour Scorpion du programme d'infrastructure. On a une réactualisation qui est assez fréquente et qui nous permettra donc justement d'obtenir les différents éléments. Alors, après la ressource, on a l'entraînement. Alors, l'entraînement que j'associerais à la conduite du changement. Alors, l'entraînement est aussi quelque chose de particulièrement important et c'est pour ça que vous avez vu dans le pilotage au début que le CFT, le commandement des forces terrestres, hein, donc, auquel dépendent nos 2 divisions et donc l'ensemble de nos brigades et donc de l'ensemble des régiments de l'armée de terre, doit être à la tête parce que, comme peut-être la majorité d'entre vous le savent, on a dans les forces terrestres un cycle opérationnel. C'est-à-dire que les régiments ont un cycle qui est sur 2 ans, avec ce que vous voyez un petit peu en haut de cette diapositive, une OPEX donc, qui est à droite, qui est, je vais dire, le pivot de ce cycle. Au retour de cette OPEX, on a une phase de remise en condition opérationnelle et ensuite, on a différentes phases, donc soit d'engagement sur le territoire national, soit de préparation opérationnelle métier, ce que vous voyez la pomme, c'est-à-dire que ce sont des préparations opérationnelles. Chaque régiment est dans son métier. Le fantassin dans l'infanterie fait son métier de fantassin, le cavalier, le sapeur dans le génie, l'artilleur le fait aussi. Ensuite, on arrive sur une période où on fait de la préparation opérationnelle interarmes. Donc, on va mettre justement ensemble ces différentes composantes. Ensuite, on a à nouveau un cycle avec les projections sur le théâtre national Sentinelle et on revient sur la préparation opérationnelle métier. Et puis, une mise en condition finale avant la projection. Donc, tout ça pour dire que, bien évidemment aussi, une capacité n'arrive pas comme ça dans les forces. C'est-à-dire qu'on ne va pas livrer un régiment alors qu'il se prépare à être en opération extérieure. Donc, on a aussi, pour l'arrivée des capacités, cette nécessité de comprendre le rythme des forces terrestres et de s'associer à ce rythme et de permettre la livraison au meilleur moment pour que les forces puissent être entraînées et justement arriver sur les différents éléments. Donc, on a en haut, je dirais, la vision programmatique, donc la perception, la formation, l'entraînement de premier niveau, un premier contrôle, ensuite un entraînement, une formation plus forte, une mise en condition avant de projection, avant le contrôle, et puis la projection. Donc, c'est ce qui a servi de base pour le GTIA qui a été projeté. Donc, c'est vraiment important de suivre ce cycle de projection quand la capacité arrive au sein des forces. Et c'est pour ça que chaque retard de livraison peut avoir des impacts importants ou peut changer parfois le régiment qui recevra la force. Parce que si
on rate un cycle, et ben, parfois le régiment ne peut plus être disponible, ou alors, si on veut vraiment faire effort sur ce régiment, ça veut dire qu'il faut le sortir du cycle opérationnel, qu'il devienne vraiment un régiment qui va se transformer, et auquel cas, on n'a plus, il n'est plus dans son cycle, je dirais, opérationnel. Voilà. En dessous, juste pour vous montrer qu'on a aussi des approches différentes en fonction des équipements. Pour des équipements, j'allais dire je dirais plus simples qu'est le Griffon, on a une formation semi-décentralisée, c'est-à-dire qu'on va former des primo-formateurs au moment de la perception au premier régiment de chasseurs d'Afrique, et ensuite on va faire des entraînements avec ces primo-formateurs directement dans les régiments qui vont former les équipages donc sur les équipements et les véhicules qui sont dans les régiments. Et ensuite, on va faire des contrôles au SANTAC et une validation donc, par la FEX pour être sûr que le régiment a réussi à s'approprier. Et ensuite, une fois que c'est bon, on le passe sur une phase d'entraînement, de mise en condition, et après, il peut être projeté sur cet équipement. Pour des équipements qui sont un petit peu plus complexes, c'est la cavalerie avec les Griffons, enfin les Jaguars, pardon, et les Leclerc rénovés, on est sur une approche légèrement différente, puisque cette fois-ci, la formation est centralisée et elle est faite au niveau donc, du premier RCA, avec la formation des équipages qui est centralisée au premier RCA. Donc, il y a une phase d'appropriation plus longue. L'escadron va directement au premier RCA et fait son appropriation directement sur le site. Cet entraînement a un autre volet, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il lui faut, et là on rejoint un petit peu les équipements, c'est-à-dire que l'équipement ne doit pas arriver seul, mais doit bien évidemment aussi être fourni avec un ensemble de moyens qui lui permettent, qui permettent aux équipages de s'entraîner. Alors, je vous ai mis sur cette planche l'ensemble des moyens qui sont prévus pour le moyen Scorpion. Et donc là aussi, on voit qu'il faut que, si possible, ces éléments et ces équipements soient bien synchronisés avec l'arrivée des véhicules pour pouvoir permettre la formation dès le début des différents équipages sur le matériel qui arrive. Alors, pour Scorpion, on a en haut donc, les entraîneurs techniques et puis donc, des cabines. Samba, c'est la simulation embarquée qui, elle, est prévue plus tardivement dans l'arrivée du programme Scorpion, mais qui permettra à terme de s'entraîner directement à partir des véhicules. Donc, ce qui permet, de s'entraîner en métropole, mais qui se permet aussi, par exemple, de s'entraîner ou de faire des phases de rejeu en opération. Et on a aussi, bien évidemment, une volonté, avec l'arrivée de Scorpion, d'avoir une connexion entre les sites, puisque vous avez vu qu'il y a une préparation opérationnelle métier, puis une préparation militaire, une préparation opérationnelle interarmes, et donc d'avoir une connexion entre ces différents simulateurs qui sont dans les régiments pour pouvoir justement avoir une simulation, si on veut, au sein d'un exercice, une simulation interarmes, sans que les régiments ne se déplacent pour pouvoir justement travailler ce volet interarmes. Et enfin, on a cette volonté aussi de s'intégrer dans l'existant. Donc, pour l'armée de terre, il y a 2 centres qui sont particuliers, c'est-à-dire le CENTAC et le CENSUB, le centre d'entraînement donc, tactique pour les GTIA et le CENSUB pour les entraînements en zone urbaine. Et bien évidemment, il faut que les nouveaux équipements s'intègrent et puissent passer dans ces centres, et donc que leur simulation et qu'on leur fournisse les éléments pour pouvoir s'intégrer dans ces 2 centres qui, eux aussi, ont ce qu'on appelle le système Cerber, qui permet de gérer les différentes rotations et les différents entraînements dans les centres de l'armée de terre. Donc voilà pour la partie entraînement, donc aussi un élément important qui est pris en compte par l'équipe programme. Sur la partie soutien, aussi quelque chose de particulièrement important et à prendre en compte dès le début pour avoir la mise en place d'un système de soutien complet et à temps, avec des enjeux donc pour Scorpion, donc maintenant avec une volonté, donc pour Scorpion c'est la CIMT, d'avoir une vision sur je dirais une responsabilisation et de l'industriel et de la CIMT,
avec aussi une volonté de donner de la visibilité aux industriels pour pouvoir effectuer le soutien qui leur revient. Autour donc de la stratégie de soutien qui est réalisée dès le début et puis donc du marché de soutien qui est réalisé, vous voyez les différentes pastilles qui représentent les différents éléments. Je ne m'attarderai pas sur tous. L'infra, on en a déjà parlé. Je reviendrai sur quelques points. Le soutien, c'est deux choses, c'est et la maintenance et la logistique. Il faut bien avoir conscience que le poids logistique des engins, on a quand même pris des engins avec le Griffon, par exemple, qui sont des engins de plus de 10 tonnes, ça alourdit la chaîne logistique et donc on a un véritable défi sur cette chaîne logistique avec l'arrivée de Scorpion. Sur la formation, j'en ai un peu parlé, là aussi on a un défi RH, il y a des changements de profil qui s'opèrent. Les véhicules actuels sont beaucoup plus tournés vers l'électronique, vers l'optronique plus que la mécanique. Donc là aussi, on a des maintenanciers qu'on doit réorienter avec ces compétences pour pouvoir assurer le soutien et la maintenance de nos équipements, alors que en parallèle, n'ont pas plus de ressources humaines disponibles. Et on a toujours aussi, bien évidemment, les anciens équipements qui sont sur les rangs, j'allais dire, et donc toujours à soutenir. On a une gestion de la complexité qui est plus importante qu'avant. Alors, vous voyez, et c'était aussi le but, le Griffon, un peu comme le VAB, ce qu'on veut, c'est bien avoir une base commune, et vous voyez ensuite l'ensemble des versions de Griffon qui peuvent exister, donc du véhicule transport de troupes, donc tous les VTT, mais qui sont soit MMP, donc le missile moyenne portée, Félin, un VTT ELI, mais aussi un Griffon SAN, un Griffon poste de commandement ou un Griffon qui est un véhicule d'observateur de l'artillerie, donc qui sont avec une base commune, mais qui sont chacun des équipements particuliers. Donc on a vraiment cette complexité. Et vous voyez en bas, alors c'est juste pour vous donner un exemple, mais chaque petit point blanc représente un kit qui est associé au Griffon. Donc on a une véritable gestion des kits qui doit se faire. Alors un kit, ça peut être un tourello, parce qu'on n'a pas des tourellos pour tous les Griffons. Ça peut être un détecteur, ça peut être un élément de protection supplémentaire. Donc il faut qu'on ait véritablement une gestion de l'ensemble de ces kits et en fonction de l'emploi du véhicule, eh ben, on va définir une version qui sera soit projetée, soit pour un entraînement, soit pour un passage en centre. Voilà. Donc on a vraiment une gestion des kits qui doit être réalisée et qui est un petit peu nouveau pour nous, pour pouvoir justement gérer au mieux ces éléments. Donc cette gestion de complexité passe aussi par la maîtrise de la donnée, ce qu'on voit avec l'interconnexion entre le système d'information logistique de l'industriel et celui étatique, donc pour la CIMT, ça s'appelle CIMAT, pour pouvoir justement aussi avoir des données partagées le plus rapidement possible, une transparence sur les différentes données, les potentiels, pour là aussi avoir une gestion au plus près du besoin utilisateur. Alors, bien évidemment, on essaie aussi d'être innovant dans ce domaine du soutien avec des échanges donc, sur les informations, l'arrivée de la Vétronique, qui est en fait, j'allais dire, l'électronique embarquée qu'on retrouve dans toutes nos voitures et qui, avec l'arrivée des véhicules Scorpion aussi, débarque dans Scorpion. Et puis, le développement de HUMS, qui est porté par la CIMT, justement, avec un peu avant l'arrivée des Scorpions, mais aussi avec l'arrivée de Scorpion, pour suivre au mieux les véhicules, leur potentiel pour pouvoir suivre et faire les actes de maintenance au plus près des potentiels les plus consommés. À côté de ce soutien, je dirais, et de l'arrivée, la vie continue, et c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc, on a la cohabitation des parcs. On n'a pas un changement radical en 2 ou 3 ans. Hein, on a bien plus d'une dizaine d'années où les différents parcs vont cohabiter. Donc, on a vraiment besoin de faire cette cohabitation des parcs. Donc, il y a une directive qui est faite pour justement permettre cette cohabitation entre les parcs anciens et les parcs nouveaux. Et
il y a au sein de l'armée de terre, peut-être que vous le savez, une politique des parcs aussi, hein, qui avait été nommée la PEGP, initialement la politique de gestion des parcs, et qui est maintenant la PAC, la politique des parcs au contact, et qui là aussi définit le nombre de véhicules qu'il doit y avoir en régiment, dans les centres pour pouvoir faire la formation, etc. Et donc, bien évidemment, il y a des implications sur ces différents éléments avec l'arrivée de nouveaux équipements. Pour terminer, et donc dans le Dorez, j'ai laissé l'équipement à la fin pour finir par ce volet qui est quand même important. L'équipement, alors le stade préparation, réalisation, utilisation, vous voyez, je remets les 3 phases de l'instruction ministérielle 16-18 en haut de cette diapositive, avec l'expression du besoin à travers actuellement donc, le document unique de besoin qui est une avancée de cette expression et de cette instruction ministérielle. Vérification, validation, qui permet ensuite de donner aux forces. Donc, je vais maintenant rentrer juste un tout petit peu plus dans le détail justement sur cette première partie et qui permet de réaliser justement l'entrée dans les forces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'instruction ministérielle 16-18, on arrive sur une approche qui est plus en plateau, c'est-à-dire qu'avant, on avait quand même la DGA qui servait, j'allais dire, d'interface entre le monde des forces et le monde industriel. Et là, maintenant, l'approche est bien d'être plus en équipe intégrée avec les forces, la DGA et l'industriel qui sont avec une approche plateau et un échange au plus tôt, ce qui permet justement d'avoir ce document unique de besoin qui est un document unique étatique, DGA force, pour pouvoir exprimer le besoin. Alors, un des éléments aussi qui permet d'arriver à l'équipement, c'est l'approche incrémentale, hein, qui existe maintenant au sein des forces. Cette approche incrémentale a été aussi faite. Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche je dirais, une capacité, dès qu'elle est disponible, dès qu'on a une première capacité, on veut la donner aux forces. Voilà. Donc, cette approche incrémentale a deux vertus. Une première, c'est qu'on va essayer d'avoir un premier périmètre qui est assez sécurisé, qui n'a pas trop d'innovation, etc., qui pourrait correspondre à un premier incrément, et ensuite, qui pourrait être donné aux forces assez rapidement. Et ensuite, on va monter ces incréments pour pouvoir progresser dans l'ensemble des différents éléments. Cette approche incrémentale, elle existe aussi bien au niveau de l'équipement. Par exemple, pour le Jaguar, on va d'abord demander dans les qualifications d'avoir le tir, véhicule à l'arrêt sur une cible à l'arrêt, puis véhicule bougeant sur une cible mobile, puis ensuite avec l'ensemble des kits et châssis, etc. Voilà. Donc, on a une approche incrémentale au niveau de l'équipement, bien évidemment, mais aussi au niveau de la capacité en elle-même et des niveaux capacitaires Scorpion. Alors, comme là, ça va faire presque 40 minutes que je parle et que je pense que j'en ai perdu déjà quelques-uns, je vais juste faire une petite pause pour vous avec un petit film, parce qu'en plus, avec Zoom, c'est parfois un peu compliqué, pour justement vous représenter ce que c'est que le combat collaboratif Scorpion. Scorpion ne se limite pas au renouvellement des véhicules les plus anciens. Il apporte de nouvelles capacités pour nos forces. C'est une nouvelle forme de combat plus collaboratif, rendue possible grâce aux nouvelles technologies embarquées. De nouveaux capteurs détectent les lasers et les flashs lumineux produits par les tirs ennemis. Des liaisons vétroniques, un unique système d'information SICS et de nouvelles radios contact permettent l'échange et le traitement automatisé de nombreuses informations. Voici une illustration de ces capacités. Un détachement de l'échelon de découverte est engagé dans une mission de reconnaissance. Au cours de leur déplacement, un blindé ennemi se dévoile et télémètre le Griffon. Le laser fait réagir le capteur Antares du véhicule. L'alerte est immédiatement diffusée dans le Griffon au travers de sa vétronique avant d'être affichée en rouge sur l'écran du tourelot pour signifier l'urgence de la menace.
Elle est aussi transmise aux véhicules les plus proches grâce à la radio contact afin qu'ils puissent aider le véhicule menacé. À cet instant où chaque seconde compte, le système Scorpion propose les réactions les plus appropriées pour sauvegarder le véhicule. Le tireur peut alors valider la suggestion de masquer son véhicule derrière un rideau de fumée. Peu après, le blindé ennemi ouvre le feu. Les véhicules Scorpion dotés de capteurs acoustiques relèvent la direction d'où vient le tir et échangent leurs informations. Ce croisement d'informations permet de déterminer précisément les coordonnées de l'ennemi avant de les afficher en réalité augmentée directement dans les moyens d'observation. Une nouvelle fois, le chef du Jaguar peut accepter la recommandation du système pour allier sa tourelle de 40 mm avant que le tireur ajuste son tir et neutralise l'ennemi. Grâce à cette capacité d'aide à la décision de Scorpion, le chef se concentre sur sa mission et le temps suivant. Toute cette séquence de combat collaboratif ne dure en réalité que quelques secondes. Les systèmes embarqués dotés de nouvelles technologies apportent dès aujourd'hui une aide déterminante aux combattants. Voilà. Donc, là aussi, pour ce qu'on appelle les niveaux capacitaires Scorpion, on a aussi une démarche qui est incrémentale avec des niveaux capacitaires Scorpion que vous voyez sur cette planche et que je ne vais pas détailler. Hein, vous avez la planche. Mais voilà, on a bien en 2021 une continuité des échanges. En 2023, on recherche avec l'arrivée de la radio contact une autoprotection et des premiers éléments. 2025, une protection collaborative. Et puis ensuite, le vrai combat collaboratif à l'horizon plus tardif pour avoir une capacité complète avec le combat collaboratif, le contact en VHF, en UHF, et puis avec les moyens CITES embarqués et débarqués. Donc là aussi, sur la capacité, une approche qui est incrémentale. Cette approche se retrouve aussi, comme je vous le disais, et je vais aller rapidement sur cette diapositive, sur une approche que permet la 16-18 et qui est donc plus réactive avec, lorsque l'on fait les essais et évaluations d'une nouvelle capacité, on fait un plan commun d'essai et d'évaluation, donc un PC2E qui est commun entre les armées et la DGA, et qui permet ensuite de pouvoir réaliser les ensembles des essais et des évaluations en parallèle avec une juste répartition des différentes actions entre les acteurs et qui permet ensuite soit de faire une qualification et ensuite donc d'avoir cette fameuse AE ou MSO, soit de faire cette qualification incrémentale et ensuite on peut passer une autorisation d'emploi et c'est fait exprès de mettre par exemple l'incrément 1 et l'incrément 2 de l'autorisation d'emploi avant la qualification puisque l'armée de terre peut tout à fait décider d'engager une capacité sans obligatoirement avoir la qualification de l'incrément après. Voilà. On n'a pas de lien, on a vraiment une souplesse concernant l'ensemble de ces éléments. Juste un exemple pour vous illustrer ces essais. Pour le Griffon, voilà, vous avez à peu près ici l'ensemble des essais étatiques qui ont été réalisés. Donc, soit essais étatiques, le vert, c'est pour la partie armée de terre, la partie marron, c'est avec la partie industrielle et la partie bleue plus DGA. Donc, vous voyez une répartition sur l'ensemble de la France et avec l'ensemble des moyens dont disposent les différents participants. Donc, avec des moyens que la DGA est les seuls à disposer et puis certains moyens que les forces sont les seules à avoir et avec un essai, et c'est ça qui est important aussi pour les forces, des essais dans une condition opérationnelle, dans soit Djibouti par exemple pour le Griffon, des conditions d'emploi qui se rapprochent le plus possible de la réalité avec, pour les évaluations des équipes de la STAT, de la section technique de l'armée de terre, qui représentent l'utilisateur final pour bien vérifier la conformité de l'équipement par rapport aux besoins qui a été exprimé. Après, donc, cette vérification et cette validation, on a aussi des outils qui nous permettent de le faire. Donc, par exemple, à la section technique de l'armée de terre, on a ce qu'on appelle le pôle d'évaluation des réseaux interconnectés pour le combat collaboratif et les échanges Scorpion.
donc qui est une plateforme qui permet de réunir les industriels et de pouvoir travailler sur un ensemble, sur une capacité. Et on est actuellement, suite à un mandat du Major général de l'armée de terre, en train de travailler sur une plateforme technico-opérationnelle d'appui au développement du combat collaboratif pour justement avoir une chaîne représentative de Scorpion qui permet de faire le combat collaboratif avec les éléments, aussi bien équipements véhicules que moyens qui permet de simuler et de mettre avec les dernières versions de l'ensemble des derniers véhicules, l'ensemble de la chaîne, ce qui est difficile de faire au niveau de l'industriel, parce que parfois, on n'a pas l'ensemble des acteurs. Ensuite, donc, vient cette phase d'autorisation d'emploi et de mise en service opérationnel qui vient valider en fait la phase de vérification et de validation à travers pour l'armée de terre ce qu'on appelle un RETO, un rapport d'évaluation technico-opérationnelle, qui vient donc confirmer que l'ensemble des exigences qui ont été exprimées dans le document unique de besoin ont bien été faites. Et donc, c'est bien l'officier de programme qui vient proposer au chef d'état-major, puisque ça, c'est sa prérogative, d'autoriser d'emploi le véhicule. À côté de cette proposition d'emploi, et là aussi pour faire de l'accompagnement et de l'aide au changement, on a une appropriation qui est réalisée, c'est-à-dire que les équipes qui ont suivi le programme depuis le début sont déployées avec les forces pour permettre cette aide à l'appropriation. Alors, je vous ai donné deux exemples. Le SMDR, hein, le système de mini-drone de renseignement, qui avait été projeté fin 2020, et donc qui a été projeté avec une équipe de la STAT pour pouvoir permettre aux premiers utilisateurs de l'utiliser dans les meilleures conditions. Et là aussi, pour le GTIA Griffon 2021, on a eu toute une phase de préparation pour permettre l'arrivée de ce véhicule. Et il y a aussi des équipes STAT qui ont été envoyées avec les premiers régiments pour pouvoir aider à la conduite de changement et à l'appropriation. Alors, un dernier point avant la conclusion. On voit bien que ce cycle de vie était particulièrement long, mais il faut aussi se dire que nous avons aussi des processus qui permettent de couper, j'allais dire, dans les virages. Hein. Donc, vous voyez sur cette slide, en gros, la politique d'équipement qui est ce qu'on a décrit. Hein. Alors, il y a juste une petite erreur, parce qu'il y a deux fois pérennisation des parcs anciens. Donc, c'est pérennisation des parcs anciens sur la gauche et puis les nouvelles capacités au centre. Donc, les nouvelles capacités, c'est vraiment ce que fait Scorpion. On a bien évidemment aussi la pérennisation des parcs anciens avec, par exemple, les opérations qui ont été de VAB Ultima, le VBL maintenant, la régénération du VBL qui a lieu, la régénération du Leclerc. Donc, ça nous permet de pérenniser les parcs anciens, l'accueil des nouveaux équipements comme Scorpion. Et on a en parallèle des moyens qui permettent d'aller plus rapidement, qui sont souvent des achats sur étagère ou avec de très très faibles développements, ce qu'on appelle des urgences opérations ou des adaptations réactives, et qui permettent d'avoir là aussi quelques équipements. La STAT avait développé par exemple un ballon captif que vous voyez en bas de la slide. On est actuellement aussi en train de développer un VAB Arlad qui est sur la lutte anti-drone. Et puis, on a acheté aussi parfois des drones dans ces cadres d'urgence opérationnelle. Voilà. Donc, on a bien un équilibre à trouver, parce que certaines armées font un effort juste sur les achats urgents, qui après induit un certain déséquilibre. Il faut bien arriver à avoir cet équilibre entre la politique d'équipement, la pérennisation des parcs anciens et l'arrivée des nouveaux équipements, avec ces éléments qui permettent d'avoir plus rapidement des nouveaux matériels. Voilà. Donc, pour conclure, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de Scorpion, il ne faudrait pas que vous ayez en tête que seul Scorpion arrive dans les forces. Très rapidement, voilà, sur cette planche, vous voyez que la LPM qui est en cours est quand même une LPM, ce qu'on appelle de livraison. Et donc, l'ensemble de ces capacités vient d'être, il y a 1 ou 2 ans, ou est en cours, ou va arriver très prochainement au sein des forces pour voilà, l'ensemble des éléments. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, et encore, c'est pas exhaustif, cette planche n'est pas exhaustive, mais que beaucoup d'équipements arrivent dans les forces et que donc cette pas problématique, mais cet enjeu
d'entrée en service de capacité est vraiment une donnée permanente au sein de l'armée de terre pour pouvoir réussir l'entrée de ces nouvelles capacités et puis les enjeux opérationnels qui sont les nôtres. Voilà, j'en ai terminé, ça fait juste l'heure et donc je suis prêt, bien évidemment, si vous avez des questions ou des éléments, en espérant ne pas avoir perdu tout le monde au cours de ces échanges, prêt à répondre à vos questions. Eh bien, Vincent, merci beaucoup. C'était à la fois vivant et passionnant, très concret. Je vais vous demander de poser vos questions par le chat de préférence. Il n'y en a pas qui arrivent tout de suite. À un moment, tu as dit une phrase qui m'a interpellée, en fait, qui m'a frappée. Tu ne seras pas surpris si je te pose cette question-là. Tu as dit finalement, nos forces, les soldats qui arrivent, ne sont pas des ingénieurs, sont des gens qui ont des talents, des compétences, des capacités et qu'il faut que les systèmes s'adaptent à leurs capacités. Alors, je dirais, est-ce que tu peux préciser l'écart que tu as pu observer dans les différents systèmes en disant ce ne sont pas des jeunes ingénieurs, etc. Alors, je dirais que pour le moment, il n'y a pas, je dirais, de gap important entre ce qui arrive et ce qui peut être utilisé. Mais ça veut dire que ça a bien été pris en compte par celui qui exprime le besoin. C'est-à-dire que quand on exprime un besoin, on a en permanence en tête le niveau de celui qui va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, que un équipement ne soit pas trop complexe. Pour ce faire, on peut soit spécifier un temps d'instruction, par exemple, ce qui va nous permettre de le faire, ou alors on va dire au contraire, pour conduire un griffon, je veux que quelqu'un qui a un PL conduise ce griffon. Voilà. Donc, ça limite aussi, je dirais, et le temps de formation et donc, j'allais dire, la complexité qui va être associée à l'équipement qui va être fourni aux forces. Donc, ce besoin, je dirais, d'adéquation entre l'équipement qui arrive et le niveau de nos soldats est pris en compte dès le début dans l'expression du besoin. Et ensuite, il est suivi justement à travers les évaluations et expérimentations qui sont conduites par les forces. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette évaluation qui est en plus des essais étatiques industriels, puisque les gens qu'on va mettre soit sont les experts de la stat, mais qui ont cette connaissance, soit aussi on va faire appel à certaines forces pour justement nous dire, voilà, ça c'est trop compliqué. J'ai aussi l'exemple, par exemple, pour le fantassin, à un moment on avait pensé à avoir des lunettes avec de l'immersion, etc. Et au bout d'un moment, on voit que finalement, la charge cognitive devient trop importante et donc ça ne sert à rien de leur donner 5 ou 6 informations sur cette lunette, on va dire, transparente, parce que voilà, ils n'arrivent plus et c'est normal, ou alors ils n'arrivent plus à assimiler l'information, ou alors ils se détournent de leur tâche principale pour aller chercher cette information, et ce n'est pas non plus la volonté, et ça les détourne de leur mission principale. Merci. Alors, une autre question d'une autre Valérie, qui est Valérie Kniazeff, et Oui. qui nous dit Salut Valérie. quels sont les points d'amélioration de tout ce processus selon toi? Y a-t-il des premiers enseignements à tirer du conflit en Ukraine pour améliorer ce processus? Alors, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'on est tous des acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction ministérielle 16-18, je dirais, est déjà l'aboutissement, parce
qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est tout nouveau, hein, ce que je viens de vous dire. L'instruction ministérielle 16-18 vient mettre, et ce dialogue industriel, DGA, force existait avant la 16-18, hein, mais la 16-18 vient, je dirais, le coiffer et le formaliser un petit peu plus. Donc, on a quand même une amélioration continue de ce dispositif, et c'est ce qu'on essaie de faire pour avoir une utilisation améliorée de l'ensemble des éléments. Je pense que le DUB, donc cette expression maintenant de besoin, qui est réalisée aussi bien avec les forces qu'avec la DGA, permet aussi de ramener un peu de réalité de temps en temps dans l'expression du besoin. C'est-à-dire qu'un opérationnel va peut-être dire, alors je vais prendre un exemple, voilà, je veux un véhicule qui roule à 200 km/h. Et si on n'a pas quelqu'un en face pour nous dire, l'industriel, ben non, à partir de 150, c'est n'importe quoi, ou alors de 150 à 200 km/h, ça va représenter 80% du coût, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Voilà, ça permet aussi de se challenger. Donc je pense que cet élément de dialogue est particulièrement important dès le début, et ça c'est vraiment un point qui est en cours d'amélioration et qu'il faut poursuivre pour pouvoir arriver à avoir quelque chose. Et dans le même ordre d'idée, je pense qu'il est important qu'on ait des échanges au plus tôt. C'est-à-dire qu'il faut que les industriels puissent participer par moment aux essais étatiques et réciproquement assez tôt pour qu'on puisse rapidement, et c'est ce qu'il y avait avant, même avant la qualification, de dire par exemple, ben voilà, ça il faudrait le revoir, ça ne correspond pas effectivement aux besoins, parce que ben, effectivement de temps en temps quand on écrit, on ne sait pas obligatoirement ce qui va être. Donc voilà. Donc je pense que l'élément important, c'est vraiment ce dialogue à trois pour pouvoir avoir les premiers éléments. Et puis sur les enseignements pour l'Ukraine, je pense que pour le moment c'est un peu tôt pour le dire, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de l'urgence opération, parce qu'on a quand même justement des processus rapides qui permettent de répondre assez rapidement quand même à un besoin urgent qui apparaît. Merci. Il y a pas mal de questions qui surgissent. Je vais passer la parole à Floris Florquin, qui pose des questions autour du brouillage. Et je vous demanderai d'être court quand vous posez vos questions. Floris, la parole est à toi. Non? Bon, bah alors je vais la poser pour lui. Je la lis, mais je te laisse la poser. Oui, combat collaboratif via liaison VHF-UHF, que se passe-t-il s'il y a un brouillage ennemi ou difficultés de transmission liées à la conformation du terrain, la position des véhicules, etc. Un sujet qu'on connaît bien. À toi l'honneur. Alors, je ne vais pas mentir, il n'y a pas de sujet, enfin, il n'y a pas de remède de miracle hein, avec le brouillage. Hein. Si c'est brouillé, c'est brouillé. Le seul remède qu'il y a, eh ben, c'est le mode dégradé que tout le monde connaît. Alors, il y a bien évidemment des solutions techniques qu'on apporte, c'est-à-dire que le brouillage, alors pour le combat collaboratif, on peut effectivement soit être avec un système GNSS, soit avec des centrales inertielles qui nous permettent, au moins pour la position, de pouvoir se libérer de certains brouillages et de connaître sa position. Ensuite, bien évidemment, quand il y a un brouillage et qui est important, c'est le retour, je dirais, au mode dégradé qui sont toujours enseignés et qu'il faut voilà, continuer justement pour pouvoir résister à ces perturbations. Voilà. Bien évidemment, il y a des solutions techniques pour être les éversions, changer la fréquence, etc. Mais face à un énorme brouillage, pour le moment, en tout cas à ma connaissance, c'est bien le mode dégradé qui reste le meilleur moyen pour pouvoir poursuivre le combat. Alors, une question de l'amiral Morel. Dans quelle mesure Scorpion, qui semble bien répondre à un besoin expéditionnaire, comme on voit dans la vidéo, est-il bien adapté à des scénarios de haute intensité en Europe? Alors, il répond à un besoin expéditionnaire, mais pour moi, il répond effectivement à autre chose qu'un besoin expéditionnaire, puisqu'il est vraiment, il répond à cette nouvelle capacité que représente
plus de la moitié de l'armée de terre quand même, puisque c'est les brigades d'urgence et les brigades médianes. On a donc justement le but de ce combat collaboratif, c'est d'arriver à maîtriser l'information et à décider et donc à agir plus vite que l'adversaire, justement pour arriver à, je dirais, à gagner cette supériorité d'action vis-à-vis d'un ennemi qui ne posséderait pas ce combat collaboratif. Donc c'est bien tout l'enjeu qui est derrière ce combat collaboratif et en haute intensité. Voilà, je dirais que bien évidemment, il y aura une partie avec le haut de spectre qui est réalisé, mais ce combat collaboratif, le Leclerc fait partie de ce combat collaboratif et le VBCI qui va être rénové prochainement va faire partie de ce combat collaboratif. Et donc Scorpion, et avec le système qui va donner, c'est bien évidemment CGTIA, mais ça s'étend à l'ensemble de l'armée de terre. Et ce combat collaboratif correspond aux échelons médians, mais aussi aux échelons les plus lourds et aussi aux échelons de ces deux. Parce qu'on a bien cette remontée d'informations au niveau des échelons de commandement pour permettre justement d'appréhender au mieux la menace, de réagir, de décider au mieux et d'avoir une situation la plus claire possible de l'ennemi pour pouvoir justement essayer de répondre au mieux aux défis qui sont proposés. Merci. Alors, une question brève, mais je pense que ça relève à la fois du processus global d'intégration des besoins utilisateurs et puis du combat collaboratif. Que font les autres armées dans le monde sur le même thème? Alors, les autres armées ne sont... Enfin, j'allais dire, parfois nous envie un peu Scorpion. Alors, le combat collaboratif, comme il est vu dans Scorpion, on est quand même, je pense, un petit peu en avance. Les, les Américains sont un peu revenus en dessous sur ce côté-là, puisqu'ils n'ont pas prévu, ils avaient prévu un peu le successeur de la radio contact, parce que ce combat collaboratif, effectivement, arrive. Euh, Ils ont, je pense, la même approche que nous dans le sens où c'est bien une capacité qui doit être livrée, donc l'expression de besoin, les éléments, et si on se compare aux Américains, on n'est pas du tout, bien évidemment, sur les mêmes volumes et ça, mais ils ont cette même approche de capacité et d'échange et de combat collaboratif. On le voit bien aussi, même pour les autres armées, terre, air, mer aussi. On est sur cette même approche de combat collaboratif avec ensuite des éléments qui vont être dronisés, robotisés, etc. Donc sur ça, on est à peu près sur la même chose. Après, sur l'avétronique et puis sur cette capacité de combat, je dirais qu'on est un petit peu en avance et certaines autres armées, même les Anglais, etc., ne sont pas encore à ce point-là, je pense, dans cette informatisation, j'allais dire, ou vétronisation des équipements de l'armée de terre. Alors, on a une question de Frédéric Arnaud qui s'interroge sur la longueur du processus entre la signature d'un DUB, le passage du contrat en conformité avec le Code des marchés publics, la réalisation, la qualification, l'évaluation, etc., etc. Tout ça, il se passe quand même pas mal de temps, on connaît bien ça. Est-ce qu'il y a des réflexions pour améliorer, fluidiser ce processus et la mise à jour des performances attendues aussi? Alors oui, bien, ça c'est un long sujet, bien évidemment, que je pense que tous les gens autour enfin, qui nous écoutent en ont bien conscience, qui n'est pas simple, bien évidemment. Je pense que chacun essaye justement de mettre une pierre à cet édifice. La DGA propose aussi maintenant parfois certains marchés qui sont plus innovants qu'avant, avec plusieurs industriels par exemple au départ, et puis ensuite des compétitions qui permettent voilà, aussi de gagner des temps, de permettre de voir plusieurs choses et de faire progresser certains. Donc, j'allais dire, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle pour couper vraiment dans ce temps. Mais je dirais qu'il y a
il y a des réflexions qui sont menées par l'ensemble des acteurs justement pour gagner. Et cette mise en place du PC2E justement et de cette parallélisation entre essais étatiques, essais industriels me paraît une source de progrès importante pour justement essayer de gagner des délais. Parce que ce qu'on avait avant, je vais être caricatural, mais c'est-à-dire que l'industriel faisait ses essais, il le donnait à la DGA, faisait sa qualification, ensuite ça venait dans les forces, et si on avait quelque chose qui n'allait pas, ben on disait ah mais c'est trop tard maintenant pour reprendre. Donc voilà, je pense que notre axe d'effort, et c'est ce qu'on essaie de défendre au sein de l'armée de terre, c'est d'être associé au plus tôt, dès que les contrats le permettent, hein, parce que évidemment après le code des marchés publics, quand il y a mise à la concurrence, voilà. Mais on voit au niveau de la stat qu'il y a des échanges qui sont en veille techno, qui sont quand même importants avec l'ensemble des industriels. Donc échanger dès le début avec voilà, quel est notre besoin pour que vous ayez déjà cet élément. Ensuite, effectivement, il y a une phase de rupture, entre guillemets, tant que le contrat, voilà. Et après, au plus tôt, de favoriser ce dialogue. Et on le voit sur le SMDR, par exemple, hein, c'est les gens de Thales qui sont là et l'écoutent. Voilà, on essaie d'être au plus près des développements des différentes versions pour tout de suite donner l'avis de l'utilisateur, la DGA, et puis dès le début aussi, hein, nous, de nous dire, ben voilà, ne demandez pas ça alors que c'est inatteignable ou alors que ça a un coût exorbitant. Donc oui, il y a des réflexions, mais c'est vrai que comme les processus sont complexes avec beaucoup d'acteurs, ça ne va pas toujours aussi vite. Bien sûr. Alors, la dernière question de Marc Berville, d'abord, il te félicite pour la qualité de l'exposé, mais je pense qu'on le partage tous, hein, très clair sur un sujet un peu assez complexe. Alors, en fait, sa question, elle tourne autour de la façon de masquer la complexité qui peut consister à implanter des automatismes ou à recourir à de la robotisation. Mais cela entraîne une prévision des réactions ou une moindre résilience. En fait, ça pose une question d'équilibre entre ce qu'on va déléguer à la partie robotisée ou automatique et puis ce qu'on va garder. Pour la performance globale, voilà, comment on peut trouver le bon équilibre? Alors là aussi, c'est le sujet difficile. La question, elle aussi. Alors, les automatismes et la robotisation. Donc là, c'est vraiment dans l'équipement qui arrive. Hein. Je le prends comme ça, pas dans l'automatisation du processus en lui-même. Oui, je le comprends aussi comme ça. C'est bien l'équipement. Voilà, dans l'équipement. Voilà. La robotisation et l'automatisme est, j'allais dire, alors, pas contraire, mais on a bien évidemment une partie d'éthique dans tous ces sujets-là. Et l'armée de terre, comme les autres armées, le ministère en général, pour ce qui est de l'engagement, de toute façon, on a obligatoirement un homme dans la boucle. Ça, c'est une ligne rouge que, pour le moment, voilà, on ne franchit pas. Donc, l'automatisation et la robotisation, de toute façon, aura une limite qui est que lorsqu'il y a un engagement avec une délivrance d'un feu, il y aura obligatoirement une action humaine pour valider cet engagement. Donc, c'est une limite qui est tout à fait compréhensible et qui est éthique. Et c'est là aussi, dans les expressions de besoin, il faut connaître voilà, notre corpus, j'allais dire, judiciaire, doctrinal et éthique. Donc, cette automatisation et cette robotisation sera de toute façon limitée. Voilà. À partir de ça, bien évidemment, on réfléchit à voir voilà, comment, pour des tâches soit répétitives, soit pour des tâches de soutien, soit pour des tâches de reconnaissance, mais sans ouverture de feu, ou de protection de site, bien évidemment, la robotisation et l'automatisation sont des pistes qui sont intéressantes, liées avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui permet voilà, le robotisme et l'automatisation justement pour faire face à ces complexités, et puis je dirais l'intelligence artificielle pour essayer de faire face justement à cette moindre résilience pour avoir justement cette possibilité de réaction
un petit peu plus importante que celle qui est déjà préprogrammée. Voilà. Donc, des études, effectivement, sont en cours pour laisser une certaine autonomie, je dirais, dans cette automatisation, robotisation. Mais pour le moment, c'est vraiment voilà, le début. Et de toute façon, ce sera limité dans cet équilibre par l'homme dans la boucle. Et moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose quand il s'agira d'une délivrance des feux. Un grand merci, Vincent, pour cette conférence et avoir répondu si clairement à toutes ces questions, parfois difficiles. Je vais maintenant passer la parole à Jean Amiot pour la traditionnelle farewell address. Merci beaucoup, Valérie. Mon colonel, merci beaucoup. Véritablement, au nom de l'Association de l'armement terrestre et puis de 3AED IHEDM, je tenais à vous remercier pour cette conférence que nous avons eue, qui, à la fois par son contenu et puis, je dirais, sa scénographie était particulièrement bonne. Merci encore. J'aimerais apporter effectivement quelques points pour souligner que vous avez véritablement développé deux concepts que nous, les plus anciens, nous avons essayé de mettre en place. Ces deux concepts, c'est d'une part un travail communautaire entre les officiers, les ingénieurs de l'État et les industriels. Ça, nous l'avons véritablement développé, essayé de le développer. Peut-être pas idéalement parce que nous avions l'instruction 15-14 alors que vous avez maintenant l'instruction 16-18 et qu'elle ne nous permettait pas exactement les mêmes choses. Mais deuxièmement, un concept, vous avez véritablement insisté sur ce concept d'incrémentalité. Ça, tout l'aspect incrémental, il est essentiel, que ce soit l'aspect incrémental au niveau technique ou incrémental au niveau organisationnel. Je m'appuierai pour dire que véritablement, cette présentation était excellente, hein, sur notre expérience à nous d'un produit qui s'est appelé l'engin principal de combat, puis le char futur, puis le char 90, en passant par une période où nos partenaires étrangers l'appelaient le Charlemagne, pour terminer sur un objet qui s'appelle le Leclerc. Donc, ce Leclerc, les premiers mots que le premier directeur de programme, André Meshulam, a prononcés sur ce char Leclerc, le char Leclerc léger, compact, évolutif. Le mot évolutif disait bien là tout l'état d'esprit que nous avions sur cet aspect. Ce produit, il est ce qu'il est, il sera ce qu'il sera au moment où il sortira, mais on le conçoit de manière à ce que toutes les technologies qui vont apparaître, qui vont venir et qu'on va développer, on pourra les intégrer dans l'objet. Donc, cette évolutivité des matériels de l'armée de terre, elle nous semblait véritablement essentielle. Quand je dis nous, je dirais c'est l'ensemble des membres de la communauté, officiers, ingénieurs de la DGA et les industriels. Alors, on a été un peu aidés dans notre travail par une opération qui a totalement échoué. C'est le char franco-allemand. Ce char franco-allemand, il a réussi une chose, c'est mieux nous fédérer à l'intérieur de la France, à l'intérieur de la communauté française, pour nous dire il faut que nous travaillions plus ensemble.
effectivement, et on est passé, vous l'avez bien montré, on est passé d'un dispositif où les militaires exprimaient un besoin opérationnel, les ingénieurs de la DGA rédigeaient une spécification technique et les industriels développaient le produit. Ça, c'était la 15-14. Le fait maintenant de mettre tout le monde ensemble dès le début est véritablement un progrès. Je pense que c'est notre échec sur un char franco-allemand qui a permis à diverses personnes de réfléchir sur une évolution de notre dispositif de développement de matériel. Je m'arrêterai là, mais véritablement, à la fois au nom de l'AAT, et vous savez que l'Association de l'armement terrestre, elle regroupe officiers, du moins pas que les officiers, militaires, l'ADGA, membres de l'ADGA et membres de l'industrie, de manière 3 AED IHEDN a parmi ses membres exactement la même composition. Nous ne sommes pas des associations qui sommes sur un statut particulier, nous sommes véritablement liés et unis pour développer l'idée globale de l'armement avec un grand A. Mon colonel, encore un très très grand merci pour nos 2 associations et je remercie à tous les présents. Alors je voudrais vous rassurer quand même, vous avez dit je n'ai perdu. Non, vous n'en avez pas perdu. Je regardais les chiffres des présents, il y avait autant de présents à la fin de votre intervention qu'au début de votre intervention. Donc, vous n'avez perdu personne, soyez-en rassurés. Merci encore, mon colonel. Merci, Valérie. Merci Jean, merci beaucoup Vincent pour cette conférence absolument essentielle et passionnante. La prochaine sera dédiée à la BITD ukrainienne. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci Valérie.